Politique culturelle, aujourd'hui au Conseil départemental du Vaucluse avec le président Maurice Chabert. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein de cette maison du département. Vous avez pris la présidence il y a quelques mois lors des dernières élections. On va parler de culture, de patrimoine, tourisme. Quel est le sens du mot culture pour vous? Le mot culture, surtout pour le département de Vaucluse, c'est quand même très important parce que avec le Festival d'Avignon, c'est quand même nécessaire qu'on développe et qu'on continue à développer la culture dans notre département. Le véritable sens de la culture, pour moi, c'est très important. J'étais enseignant jusqu'à présent et je crois que c'est nécessaire que les enfants se développent aussi bien dès l'école maternelle, dès l'école primaire. Donc ici, on a des intervenants en musique dans le département de Vaucluse où nous aidons à 50% les communes afin que toutes les écoles rurales et également les écoles urbaines puissent avoir des intervenants en musique. Donc déjà, on commence dès l'école primaire, alors que ce n'est pas de notre compétence, et forcément on continue dans les collèges et les lycées. Alors, il y a des actions que le conseil départemental mène tout au long des années. Aujourd'hui, vous reprenez la présidence. Qu'en est-il des actions, des antécédents, si je peux dire? Oui, par exemple, forcément, vous connaissez les Corrigies d'Orange, et donc chaque année, il y a un ou deux collèges qui créent une pièce. Si on joue par exemple Carmen au Corrigies d'Orange, donc la pièce Carmen sera préparée et sera jouée aussi par les enfants des collèges. Donc, et forcément, c'est des professionnels qui les entraînent et qui préparent cette pièce. Quelles sont les actions concrètes du département pour le soutien au niveau département, on dépense à peu près 50% de subventions sur les grands projets. Bon, on dépense à peu près sur ces projets 650 000 €. Donc on a forcément le Festival d'Avignon en liaison avec l'État, la région. Donc ça c'est très important. Après on a aussi l'orchestre lyrique de la région Alpes-Provence-Côte d'Azur. On a la scène nationale de Cavaillon. Donc on a quand même des structures très fortes qui nous aident, qu'on aide énormément. Et puis nous avons créé des pôles culturels plutôt dans la ruralité, que ce soit à Apt, à Cadenet ou à Rasteau. Alors ce sont des actions qui sont menées depuis plusieurs années et que vous continuez à pérenniser et à préserver. Oui, c'est forcément. Dans le cadre de votre nouvelle politique, est-ce qu'on peut dire nouvelle politique? Pour le moment, on ne peut pas parler de nouvelle politique culturelle, mais on avait fait un schéma culturel il y a quelques années où je faisais partie déjà de la commission de culture, et donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, du jour au lendemain, on arrêterait, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être à améliorer, il y a toujours des choses à améliorer ou à affiner, mais il n'y a pas de raison qu'on arrête du jour au lendemain, parce que la ville d'Avignon a énormément de théâtres que nous subventionnons, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Et donc il n'y a pas de raison qu'on arrête toutes ces structures-là. Parce que trop souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui, le conseil départemental du Vaucluse et malheureusement tous les autres départements aussi, on recherche de l'argent puisque les dotations de l'État ont baissé de 30%. Donc c'est vrai qu'on pourrait baisser la culture de 30% ou même avoir moins de compétences, mais il n'y a pas de raison. Donc aujourd'hui, je crois qu'un pays sans culture va droit à la catastrophe. C'est même l'inverse, c'est lorsqu'on est en période de crise qu'il faut davantage développer la culture, surtout pour les jeunes enfants, pour les adultes, et y compris même pour les adultes. Alors l'économie budgétaire, pourrait-on dire, au sein du département du Vaucluse, n'atteint pas la culture? Je crois que dire que ça ne va pas atteindre la culture, je crois qu'aujourd'hui, tout au moins pour la première année, on peut économiser parce qu'il y a certaines associations qui ont peut-être des subventions un petit peu trop fortes, surtout au niveau art contemporain peut-être. Mais à part ça, je crois tout ce qui est culture, musique, tout ça, il n'y a pas de raison qu'on baisse. Alors après, on peut faire un rabot de 2 ou 3%, mais ce n'est pas là qu'on va économiser énormément. Est-ce que toute association culturelle, quelle que soit l'ampleur de cette association, petite ou grande, a autant d'importance pour vous?
Et à partir du moment où les gens sont motivés, il n'y a pas de raison. Ça peut être aussi bien, je vous dis, la peinture, l'orgue, à la Riton. On a même ajouté cette année, ça peut prêter peut-être à sourire, mais la culture provençale, parce que ça fait partie des racines de chez nous. Il n'y a pas de raison. On a donné une subvention de 100 000 euros cette année à la Fondation Lambert. On peut très bien donner aussi des subventions dans tous les domaines. Je crois qu'il faut, si on se spécialise, à ce moment-là, ça devient catastrophique, parce que un conseil départemental, c'est pour 550 000 habitants, comme le département de Vaucluse. Donc, on ne doit pas privilégier ou la musique ou dans notre domaine, ou la lecture, etc. Nous, le département de Vaucluse, puisque je parle de lecture, fait un effort considérable avec la bibliothèque départementale de Pré, puisqu'on a des véhicules qui se déplacent dans les communes rurales et qui passent deux fois par an dans ces communes pour apporter 800 ou 1000 livres chaque fois. Et ça permet que dans les milieux ruraux de lire et d'avoir surtout de très bons livres, des livres modernes, enfin des livres qui viennent juste de sortir. Et ça, c'est très important. Et après, on aide aussi pour l'investissement les bibliothèques rurales, enfin, et même urbaines. Enfin, urbaines, elles sont déjà bien avancées. Mais même dans les petits villages de 500 habitants, dès qu'ils peuvent avoir une bibliothèque, on les aide pour un investissement. Alors, c'est une action qui se développe, cela, et qui est importante, parce que pour ces petits villages de 500 habitants, c'est vraiment un moteur essentiel pour accès à l'éducation, d'amener le livre vers oui, dans le village. Je crois qu'il faut faire très attention, parce que si toujours c'est les gens qui se déplacent, il y a certaines personnes qui peuvent se déplacer, mais il y a d'autres personnes, d'autres enfants qui n'ont pas les moyens, les parents ne pourront pas faire le déplacement, ne serait-ce qu'à 10 km, même si à 10 km, bien entendu, on aide les médiathèques, quelles que soient les médiathèques qui se trouvent dans les villes de 10 à 15 000 habitants, mais qui ont beaucoup plus de livres que dans les petites bibliothèques qui vont avoir entre 5 et 10 000 livres. Mais je crois que si l'enfant commence dans un petit village, enfin s'il est rural, s'il est dans un petit village, s'il commence à lire dans un petit village, après, quelques années après, il aura envie très certainement d'aller dans les médiathèques, et ça c'est très important. Par contre, si au début il n'a pas joué, il n'a pas commencé à lire, eh bien il ira très certainement, il faudra attendre le collège, et à ce moment-là ils ont peut-être trop d'heures de travail et il n'ira pas aller dans les médiathèques. Donc le conseil départemental a son propre rôle d'éducation aussi au sein de la ruralité. J'espère, c'est la moindre des choses. Qu'entendez-vous par culture provençale exactement? La culture provençale, écoutez, ce sont les racines de notre région quand même. Vous voyez très bien qu'il y a une nouvelle région qui est Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, qui risque de s'appeler Occitanie. C'est pas pour rien. Bon, il y avait la Languedoc, il y avait la Languedoc. Alors c'est pas, on va pas jouer. On ne va pas faire le Pays Basque, les Catalans, les Bretons, les Alsaciens, mais c'est vrai que c'est quand même dommage, parce qu'il y a beaucoup quand même de gens qui parlaient encore provençal il y a encore 40 ans, ou tout au moins dans le milieu rural, après la Deuxième Guerre mondiale. Les agriculteurs, les ruraux parlaient régulièrement, ou tout au moins parlaient bien et comprenaient bien le provençal, alors que notre génération, on comprend un petit peu, mais on n'a jamais parlé. Donc ça ne veut pas dire qu'on va revenir à parler provençal, il n'est pas question de régionaliser, mais il y a quand même une culture, des expressions provençales qu'on ne peut pas comprendre très bien en français. Donc, mais bon, est-ce que vous allez investir des actions Pardon ? Est-ce que vous allez investir des actions directement auprès des écoles ? Ou c'est simplement par manifestation culturelle? Honnêtement, dans le département de Vaucluse, il n'y a aucune école provençale où on parle bilingue, le français et le provençal, comme en Bretagne. Non, c'est pour garder le sens de la culture provençale et pour retarder que cette langue n'existe plus, puisque vous savez que dans le monde entier, il y a énormément de langues qui sont en train de disparaître, et c'est quand même dommage, parce que l'étymologie des mots est quand même très importante, et d'autant plus que pour nous, aujourd'hui en plus, sans vouloir critiquer
la ministre actuelle, on veut plus parler, on veut plus apprendre le latin, ou très peu. On fait plus du latin déjà en 6e, 5e, bientôt plus en 4e, 3e. Alors que l'étymologie de mots chez nous, si vous avez fait du latin, si vous comprenez le provençal, eh bien vous comprenez facilement la langue française. Pour vous, on va parler de patrimoine et de tourisme. On a fait un petit recueil sur la culture. Vous étiez maire de Gordes depuis 1983, je crois. Vous savez tout sur mon CV. Quelques années, beaucoup d'années. 32 ans, oui. 32 ans. Donc le patrimoine... C'est un très joli village. C'est un très joli village. Vous êtes attiré et touché par le patrimoine? Ben heureusement, parce que si je n'étais pas attiré par le patrimoine, ce joli village de Gordes a été transformé en 32 ans en grande partie par moi. Bon, pas au point de vue situation, mais c'est grâce à ce village que je suis devenu, depuis 1996, le président national de l'association des plus beaux villages de France. Donc, je gère cette association depuis 20 ans, bientôt. J'avais succédé à Charles Serrat, qui était donc député et président du Conseil général de la Corrèze, et député en même temps que Jacques Chirac. Donc, je connais pratiquement tous les plus beaux villages de France. Enfin, pas pratiquement, je les connais tous, puisqu'encore dans quelques jours, on va aller à Lios-de-la-Forêt. Et il y a quelques jours, on était à Saint-Antoine-de-l'Abbaye dans l'Isère. Et je suis également vice-président international des plus beaux villages de la Terre, où au mois de juin, j'étais encore au Japon. Et l'an prochain, au mois de mai, on ira au Québec. Donc je crois que, c'est pas que je crois, j'en suis certain, c'est que notre association a été créée à partir d'un des critères les plus importants, qui est le patrimoine. Il est évident qu'on peut rentrer dans notre association, d'ailleurs il y a 155 villages actuellement, que s'il y a du patrimoine, et le patrimoine, c'est les châteaux, les abbayes, donc c'est tous les bâtiments qui ont été classés par les bâtiments de France. Donc c'est pas une association qui est politisée. Bon, dans mon association, j'ai un vice-président qui est le président des maires ruraux de France, j'ai des députés, j'ai des sénateurs, mais c'est une association totalement politique, et nous sommes là pour défendre le patrimoine. Bien entendu, cette association, après, elle défendait peut-être un petit peu trop le patrimoine. Il faut que nos villages vivent, et donc il faut que l'économie, parce qu'il ne faut pas que nos villages deviennent des villages musées, parce que le patrimoine, c'est formidable, etc. Mais il ne faut pas aller faut pas être trop excessif, comme certains peut-être architectes bâtiments de France, que bon, s'il y a un clou là ou un clou là, bon alors, mais le patrimoine, c'est tout un ensemble. Comment définirez-vous le département? Comment définirez-vous les secteurs à travers le département du Vaucluse en fonction des différents patrimoines? Les secteurs, vous savez, le département de Vaucluse a été créé, c'est la particularité du département de Vaucluse, il a été créé 3 ans après les autres, puisque les autres départements après la Révolution avaient été créés en 1790, nous avons été créés en 1793, c'est pour ça qu'il y a cette forme de fuseau, et qu'il y a cette particularité que c'est que le chef-lieu d'arrondissement Avignon ne se trouve pas pratiquement au centre, il se trouve même très excentré du centre du département, alors que et il se trouve en plus en limite de région, de département, puisqu'il se retrouve en limite de région Languedoc-Roussillon, en limite de 2 autres départements qui sont les Bouches-du-Rhône et le Gard. Et c'est vrai que ça nous porte tort. Mais le département de Vaucluse, du point de vue patrimoine, c'est un département qui est certainement le plus riche, puisque bon, forcément nous avons le Palais des Papes. La richesse du patrimoine d'Avignon, on pourrait en parler pendant des heures, ne serait-ce que le Palais des Papes. On a Orange aussi, le théâtre antique d'Orange, on a Vaison-la-Romaine, et on a tous ces villages perchés qui sont quand même magnifiques, qui datent du XVIe et XVIIe siècle, qui se sont protégés. On est à proximité, même si ça ne fait pas partie de chez nous, de Pont du Gard, bon, on est à quelques kilomètres du Pont du Gard, tout ça, tous ces patrimoines sont vraiment exceptionnels. Et c'est vrai qu'on a un paysage qui est d'une beauté, on a le Mont Ventoux, on a le Luberon, on a toutes ces petites collines, tous ces villages perchés, et pour passer d'une colline à un village perché, etc., on traverse des vignobles d'une qualité extraordinaire, qui sont le Châteauneuf-du-Pape, le Gigondas, etc., ou les vins du Luberon. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, on est un endroit idéal pour passer des vacances, et pour découvrir non seulement la beauté du paysage, et également ce patrimoine.
Bon, bien entendu, ceci ça a été préservé depuis de nombreuses années, pratiquement depuis des siècles. Et il y a un inconvénient, c'est notre économie. Il est évident que l'inconvénient, et heureusement, c'est que compte tenu que nous avons beaucoup de patrimoine, on ne peut pas avoir beaucoup de zones industrielles. N'ayant pas de zones industrielles. Alors voilà, comment faites-vous pour arriver à trouver un équilibre entre ces nouvelles infrastructures qui créent et qui génèrent de l'emploi et en même temps de la protection du patrimoine qui date il y a des endroits, vous savez, c'est un petit peu... c'est un paradoxe. C'est un véritable paradoxe. Alors je pense qu'il faut trouver des endroits où on peut créer des industries, etc. Mais des industries dites propres, c'est plus facile à dire. Mais il est évident que vous n'allez pas créer une industrie, une usine au milieu des vignes Châteauneuf-du-Pape. Donc je crois que tout ça, il faut trouver le bon choix. Comment vous arrivez peut-être c'est peut-être un peu tôt là, puisque ça fait un peu plus de 6 mois que vous êtes au siège de président, mais comment vous arrivez à mettre en accord tout le monde, tous les acteurs justement, pour que ça se passe au mieux? Je crois que j'arrive malheureusement à un moment où, comme de partout en France, la situation est très difficile. Avant de pouvoir créer des structures, il faut actuellement, aujourd'hui, malheureusement, j'arrive au moment où il faut préserver et essayer de garder celles qui existent. Donc, vous voyez, bon, je ne sais pas que je ne veux pas répondre à votre question, mais sauver toutes les industries et tout ce qui crée des emplois dans le département de Vaucluse, ça sera déjà une bonne chose, mais ce qui n'empêche pas qu'on doit pouvoir, on est en train de travailler avec la région pour créer surtout ce qu'on appelle de l'agroalimentaire, puisque nous avons la chance d'avoir une région où l'agriculture est quand même très importante, aussi bien la vigne, les fruits, les melons, les pommes, etc. Pendant trop longtemps, après la Deuxième Guerre mondiale, jusque dans les années 60-70, nous étions vraiment très très riches au point de vue agricole, que ce soit du côté de Cavaillon, la plaine de Contadine avec Carpentras, etc. Et on gagnait, les agriculteurs et tout le monde autour gagnait pas mal d'argent. Et on a laissé partir l'agroalimentaire plus en Bretagne, où ils étaient plus habitués à travailler avec l'esprit de coopérative, tout ça. D'ailleurs, actuellement, on voit très bien que dans notre région, dans notre département, il n'y a aucune, vu ce qu'on appelle les nouvelles communes, alors que dans d'autres départements, il s'en crée beaucoup plus, en Bretagne, en Alsace, tandis que chez nous, il y a un peu l'esprit individualiste. C'est peut-être dû au soleil, on a l'impression qu'avec le soleil, on pourra toujours tout avoir, alors que malheureusement, l'économie, ce n'est pas que le soleil, l'économie peut permettre de gagner de l'argent, surtout au niveau tourisme, bon, parce qu'on a quand même un tourisme très, très florissant, mais par contre, c'est vrai qu'au point de vue économie, industriel, tout ça, on a besoin de faire des efforts. Mais d'un autre côté, la chance, parce que quand une usine se crée, le collègue maire dit toujours « c'est grâce à moi », mais quand il ferme, c'est surtout à cause de lui. Donc il faut faire très attention. Donc nous, on a la chance qu'on n'aura pas une usine de 10 000 habitants, employés qui va se fermer. Donc on a des petites structures, on est un petit département avec 550 000 habitants, mais on doit avancer régulièrement et je pense qu'on y arrivera. Quelle est l'association que vous faites avec les nouvelles technologies justement pour associer tourisme, patrimoine, culture? Est-ce que le département est acteur justement et preneur de ces nouvelles technologies pour faire avancer? Oui, de toute façon, je pense, actuellement on travaille beaucoup sur le numérique avec la région, avec l'État, et il faut y arriver, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que c'est... on va développer, il faut développer le numérique à fond, donc on met à peu près 10 millions d'euros pour développer le numérique dans le département de Vaucluse. Et quelles vont être justement les actions que vous allez faire en tant qu'acteur à ce moment-là, justement, pour vous servir de ces nouvelles technologies en termes de promotion, en termes de... Non, c'est surtout pas... de valorisation ou en termes de service? C'est uniquement, pratiquement uniquement en termes de service, afin que les industriels puissent s'installer, puisqu'on a quand même la chance. On a le Rhône, on a la Durance, on a surtout le Rhône au niveau fluvial, et on a surtout l'autoroute A7 qui passe donc en limite de Bolène jusqu'à Cavaillon, donc jusqu'à Marseille, Cavaillon, etc.
toutes les voies importantes de communication sont à l'ouest du département de Vaucluse et sont très importantes. Et donc on peut avoir de la logistique, on peut avoir énormément de structures qui peuvent s'installer au bord de vos autoroutes, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, les frais, c'est ce qui coûte le plus cher, donc à ce moment les frais de charge, tout ça, et donc les industriels vont s'installer au maximum à 10 km de la route. Donc, par exemple, aujourd'hui à Cavaillon, on est en train de la communauté de communes du Luberon de Vaucluse, dont la commune de Gordes en fait partie, puisque je suis toujours conseiller municipal de Gordes et vice-président de cette communauté de communes. On est en train de libérer 150 hectares de terrain, où pour les libérer, on va construire une digue sur la Durance pour que ces terrains deviennent constructibles. Et donc cette digue va coûter à peu près 6 millions d'euros et ça permettra de dégager quand même 150 hectares de terrain pour que les industriels puissent venir s'installer. Est-ce que vous êtes attaché à votre département? Écoutez, si vous m'avez demandé à mon village, je vous aurais dit évidemment, puisque je suis né à Gordes, mais je ne vois pas comment je ne pourrais pas être attaché à mon département. J'ai une qualité et un défaut qui sont les deux en même temps. Je suis né à Gordes, ce qui est très rare. Bon, même s'il n'y a pas de maternité, je suis quand même né à Gordes. J'ai fait mes études, donc forcément à Gordes. Je suis allé après au collège à Cavaillon, puis à Apt. J'ai fait le vélo au lycée. Après, j'ai commencé la faculté. La première année que ça a ouvert, qu'on a créé une faculté à Avignon. Après, je suis allé à Marseille et j'étais prof de maths uniquement dans le département du Vaucluse. Comment voulez-vous ne pas aimer ce Vaucluse qui est si beau, qui a une lumière extraordinaire, parce que finalement, c'est quand on voyage beaucoup, qu'on va à l'extérieur, qu'on s'aperçoit finalement que notre lumière, notre Provence, et notre région, et également dans les Alpes de Provence, du côté de Valcaquet, qui a une lumière extraordinaire. Parce que c'est vrai que comme on est né là-dedans, on ne s'aperçoit pas qu'on est des enfants gâtés. Donc on a une lumière extraordinaire, on a des paysages, comme je disais tout à l'heure, extraordinaires, on a une vie extraordinaire. Et d'ailleurs, je crois que tout le monde le reconnaît, puisque tellement de gens qui ont de l'argent, ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent venir s'installer en résidence secondaire. Il y a beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens qui viennent travailler dans notre département en gagnant 30 à 40 ou 50% de salaire en moins qu'à Paris, parce qu'ils ont la qualité de vie. Donc les 20 premières années, ils ont peut-être travaillé à Paris, ils ont gagné pas mal d'argent, et après, eh bien, par la qualité de vie, ils préfèrent la qualité de vie à un gros salaire lorsqu'ils ont élevé leurs enfants. Ça n'a pas de prix, le soleil, le bien-être, la santé? C'est pas le soleil qui n'a pas de prix, c'est surtout l'environnement. Vous savez, il n'y a pas que le soleil. Vous savez, les gens du Vaucluse, donc j'en fais partie, les Vauclusiens, vous diront que peut-être c'est pas le mois de juillet ou le mois d'août où il y a le plus de soleil et le plus de gens qu'ils aiment. Moi, personnellement, le mois que je préfère, c'est au mois de septembre, parce qu'au mois de septembre et au mois d'octobre, on a des couchers de soleil extraordinaires à 19h, 17h, 18h, 19h. On a des couchers de soleil extraordinaires et on a le calme et il ne fait pas trop chaud. Vous savez, quand il fait 40 degrés ou 36 degrés, 38 degrés, on n'est pas si bien que ça. Donc à ce moment-là, il vaut mieux aller à la mer et nous, on a la chance de ne pas avoir la mer. Donc si vous aimez l'eau et le soleil, allez au bord de la mer, vous aurez beaucoup de monde et vous aurez beaucoup de béton. Nous, on n'a ni de béton, mais on a les paysages. Et en septembre ou au mois de mai-juin, c'est extraordinaire. Alors, c'est marrant, hein, pardon pour cette remarque, mais tout de suite, quand on parle de votre région, de votre département, vous avez le sourire qui se révèle dans vos paroles. Pourquoi ne pas sourire quand on aime quelque chose? Vous avez raison. Mais vous savez, quand je parle à ma femme, je souris toujours. C'est une belle déclaration pour madame. Sans parler de politique, Monsieur le Président, qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'être dans le siège de présidente en parlant de valeurs humaines? Non, mais c'est pas parler politique, mais je suis obligé de parler un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez le contexte, pourquoi je suis président. C'est par rapport au bénéfice de l'âge? Voilà, donc bon. Vous l'avez accepté? J'étais obligé d'accepter pour mes idées politiques. Oui.
Mais malgré tout, bon, je savais que je n'aurais pas de problème pour m'en sortir. Bon, vous savez, quand vous avez été pendant 32 ans maire, j'étais président du SDI, service départemental d'incendie et de secours, depuis 1997. Après, quand la gauche a pris le pouvoir, j'étais premier vice-président de 2001 à 2014. Aujourd'hui, je suis encore président. Je suis quand même également président départemental du centre de gestion foncière publique territoriale où il y a 8000 dossiers pour les employés depuis 1995. Je suis président du syndicat des eaux, d'électrification, tout ça. Donc je veux dire par là, les dossiers dont je suis certainement un des élus du département de Vaucluse qui connaît le mieux les élus et le mieux le fonctionnement, puisque bon, j'ai l'expérience, ce qui m'évite de faire des erreurs de jeunesse. Donc à partir de là, bon, gérer un département, c'est quand même totalement différent, puisque quand on est maire... C'est un humain qui gère un département. C'est ça l'esprit de ma question. Non, mais justement, on se connaît tous. Vous savez, bon, moi, sur les 151 maires, je dois bien connaître 148, et les 3 autres, ils me connaissent bien. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, vous savez, ici, on n'a pas... Contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas d'opposition virulente. Ce que j'appelle opposition, ça n'empêche pas qu'ils m'appellent par mon prénom, il n'y a pas de problème. Pas tous, mais enfin, au bout d'un certain temps, ils vont tous m'appeler par mon prénom, ça, il n'y a pas de problème. Alors, quelle est la valeur humaine que vous défendez au sein de votre conseil départemental? Je crois que c'est quand même déjà la tolérance, savoir respecter les gens, les idées. Et pour moi, je vous dis, bon... Aujourd'hui, il y a 10 extrêmes droites, il y a 12 bon, je dirais de gauche et 12 de droite. Bon, il n'y a pas de grosses disputes. Hein. S'il y a des disputes, ce n'est pas avec moi, c'est plutôt entre l'extrême gauche, entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Mais ça, c'est de partout pareil. Donc là, ça devient politique. Mais bon, ça devient politique parce que il y a du public, hein, mais quand il n'y a pas de séance publique, quand c'est en commission permanente ou lorsque c'est entre eux, ils ne se disputent pas non plus. Des projets? Ou c'est trop tôt? Non, des projets, il faut... Bon, de toute façon, on va faire... Il n'y aura pas de grands projets, puisque malheureusement, on n'a pas d'argent, on est même en déficit énormément. Donc l'avantage quand il n'y a pas de projet, quand il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est qu'on peut, on refuse facilement, puisque bon, ils savent très bien qu'on ne peut pas dépenser bêtement notre argent. Comme on ne peut pas le dépenser comme ça, on fera les projets humains, les projets uniquement pour les Vauclusiens et les Vauclusiennes, et donc ce seront des projets forcément de voirie. Je vous disais donc qu'on va dépenser 10 millions d'euros pour Internet, enfin pour le haut débit, etc. Et ça, c'est quand même très important. Donc, c'est sur des projets, nous avons pour construction forcément des collèges, enfin les compétences que nous avons, on pourra les régler sans problème. Et puis, bon, les déviations très importantes qui sont à Orange, ce qu'on appelle la liaison est-ouest pour aller disons du côté est du département de Vaucluse jusque dans la gare à Nîmes, en évitant pratiquement Avignon, et un endroit qui est le pont de Montpas, la sortie de l'autoroute, et après, bon, je pense que les déviations des villes, forcément, et préserver... Alors, on parle de projet global, vous me parlez de projet de voirie, en termes de projet concernant la culture, le patrimoine. Est-ce qu'il y en a qui sont en train le patrimoine, d'être réfléchis, au niveau culture, c'est simplement de la protection et de la pérennisation? Au niveau culture, donc on est quand même bien avancé, puisque l'an dernier, pour la Fondation Lambert, la Fondation Lambert se trouve dans un bâtiment que c'est le conseil départemental qui avait donné en l'an 2000, pour l'année 2000. Donc je faisais partie, puisque je suis conseiller général depuis 1994, donc c'était notre majorité à ce moment-là qui était au pouvoir. On avait donné ce bâtiment à la ville d'Avignon pour la culture. Et cette année, on a donné quand même 1 million d'euros pour l'aménagement, pour l'investissement pour ce lieu. Et on a quand même donné à la Fondation Lambert qui a quand même 100 000 euros de subvention pour le fonctionnement. Donc on va continuer. Alors aujourd'hui,
Il y a du retard dans beaucoup de bâtiments, puisque, comme je disais tout à l'heure, on a un très joli patrimoine sur la ville d'Avignon, non seulement qui appartient parfois à la ville d'Avignon, puisque le Palais des Papes appartient en partie également au département, mais on a beaucoup de très beaux bâtiments, mais qui sont dans un état quand même qui a besoin d'être restauré. Et donc on va faire un effort pour la restauration de ces bâtiments. Mais la restauration de bâtiments importants, c'est vite 3 millions d'euros ou 4 millions d'euros. Donc si vous avez 5 ou 6 bâtiments comme ça, vous voyez, donc il faudra faire un plan prévisionnel d'investissement sur le patrimoine. Merci, Monsieur le Président. Merci bien.